Merci à vous, merci à tous de vous être connectés à ce premier podcast, premier du genre. Ce podcast se veut une plateforme d'échange entre, d'une part, des médecins qui réussissent de façon brillante leur carrière médicale et d'autre part, des médecins plus jeunes, des étudiants en médecine qui se posent des questions quant à la voie à prendre. Nous voulons voir plus de médecins africains et francophones réussir et se hisser au sommet. Nous voulons vous aider à choisir la voie qui vous convient le mieux pour que vous préparez aux difficultés qui vous y attendent. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir mon ami et promotionnaire, Dr Nikiema Jean-Noël. J'ai eu le privilège, 8 ans durant, le long de nos études médicales, de côtoyer Jean-Noël. Jean-Noël est l'un des étudiants les plus intelligents que j'ai eu le privilège de côtoyer. Il est très travailleur, très discipliné, très concentré sur ses objectifs, perspicace et très pragmatique. Avec beaucoup d'humilité, je peux dire que Jean-Noël avait déjà de l'avance à l'époque sur sa génération. Bonsoir Jean-Noël et bienvenue sur mon podcast. Bonsoir Gafar. Merci beaucoup. C'est une trop grande introduction pour moi. Là, je ne pense pas correspondre à tous ces niveaux de flatterie, mais vraiment, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec toi sur ce podcast-là pour parler de mon cursus, de ce que nous avons vécu ensemble, tous les deux, là, dans notre promotion, dans le parcours médical et bien entendu ce que nous sommes devenus plus tard. Très bien. Merci Jean-Noël. Alors, Jean-Noël est présentement professeur adjoint en santé numérique et analyse de métadonnées. Il est titulaire d'un doctorat d'État en médecine de l'Université Naziboni au Burkina Faso et d'une thèse en sciences, option santé publique, option informatique et santé de l'Université de Bordeaux en France. Il est spécialiste des terminologies et ontologie biomédicale. Son champ d'expertise réside dans la création ainsi que dans l'évaluation de la qualité de l'interopérabilité des terminologies et ontologies biomédicales. Ça semble déjà compliqué pour moi. Il s'intéresse également à l'utilisation de ces ressources dans le traitement automatique de la langue, dans l'extraction automatique de connaissances ainsi que dans l'intégration des informations en santé. Avant de rejoindre l'Université de Montréal où il enseigne présentement, il fut moniteur d'enseignement au sein de l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement ISPED à Bordeaux et chercheur invité au sein de United States National Library of Medicine aux États-Unis. Très impressionnant, ce qui démontre la qualité et le sérieux dans le travail dont fait montre Jean-Noël Nikiema. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de l'avoir qui partage son expérience, son parcours, mais également des conseils pour que nous puissions aussi réussir dans les carrières médicales que nous avons entamées ou que nous comptons entamer. Voilà. Donc, un petit rappel. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage à continuer dans la création de contenu pour vous. Première question, Jean-Noël. Je vais aller droit au but. Pourquoi as-tu choisi informatique médicale? Ça, c'est une grosse question. Alors, pour dire la vérité, je n'avais pas fait le choix d'emblée de faire de l'informatique de santé, hein. En fait, jusqu'à ma sixième année, je ne sais pas si tu t'en souviens, en fait, j'avais pour intention de devenir chirurgien cardiovasculaire. Mais après mon internat, il y a eu un déclic pendant ma phase d'internat, pour toute la difficulté déjà qui s'est passée pendant la clinique. Mais le choix de la santé publique n'était pas tant un choix pour se dire que on ne va pas faire. J'ai pas envie d'être clinicien. C'est pas pour renoncer. Je voulais être un bon clinicien. Donc, pendant mon internat, on a fait le maximum pour être au mieux de nous-mêmes, de donner le maximum de nous-mêmes pour montrer qu'on avait envie d'être des cliniciens de haut niveau. Mais je me suis rendu compte que le système de santé était tellement complexe et que nous n'avons pas suffisamment de recul par rapport aux informations que nous collectons pour la prise en charge de nos patients et même pour l'assignation des ressources, que je me suis dit qu'une des solutions, c'était d'abord l'information sanitaire. Donc, je me suis d'abord intéressé à l'information sanitaire, comment elle est colligée, comment les gens s'intéressent à la réutiliser en pratique.
Et c'est pourquoi dans ma thèse de doctorat de médecine, là, je me suis intéressé directement aux systèmes d'information et leur impact sur l'organisation des systèmes de santé autour du paludisme, etc. Et la chose qui m'a marqué d'emblée, c'était donc que, en fait, une possibilité était l'informatisation de tous des systèmes là pour automatiser en fait la manière dont on a accès aux données et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et c'est pourquoi je me suis lancé ensuite vers l'informatique de santé et puis j'en ai fait ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Wow, merci. Super. Very insightful. Une petite question pour continuer. Y a-t-il quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a amené à choisir informatique médicale? Bien évidemment, je suis sûr que toi, tu vas inspirer plus d'un, mais partage avec nous si... Il y a une personne qui m'inspire. Alors, je ne pourrais pas désigner une personne. Bien entendu, dans le cadre de mon cursus, j'ai rencontré des gens inspirants, des gens tellement en avance sur leur temps, tellement visionnaires dans le temps qu'en fait, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'inspire encore aujourd'hui, ces gens-là. Mais c'est vrai que pour me lancer dans l'informatique médicale en tant que telle, en tant que spécialité, c'est pas une personne, mais c'était le caractère, c'était l'idée de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose pour lequel en fait on devrait aller beaucoup plus de l'avant pour essayer de l'utiliser en fait pour mieux répondre à notre système de santé. Mais ma carrière n'a pas été simple hein, parce que après l'internat, j'ai commencé des cours en ligne pour faire l'informatique et les cours à l'université de Marseille, je crois. Je faisais des cours en ligne et j'ai été contacté par un maître et je vais profiter de dire son nom là, c'était le professeur Abdul Salam Ouedraogo qui est aujourd'hui directeur du centre Muraz. En fait, il m'a contacté comme ça un jour pendant que j'étais sur Skype, j'étais en train de travailler. En fait, il m'a contacté, il m'a demandé qu'est-ce que je devenais depuis que j'ai soutenu ma thèse. Je lui ai expliqué ce que je faisais et il m'a dit quelque chose de simple, arrête de faire des cours à distance, va et puis tu essaies d'apprendre des choses directement sur place avec ceux qui le font, etc. Bon, moi, j'étais pas, pour dire la vérité, je n'étais pas disposé à quitter le Burkina, là, parce qu'en fait, ce n'était pas ma perspective. D'avenir. Mais je lui ai dit, en tant que jeune médecin, j'avais un jeune fils et tout, je me suis dit, je n'avais aucune intention de refaire encore, d'augmenter mes charges pour aller faire des études à l'étranger, etc., alors que j'avais déjà commencé à travailler en tant que jeune médecin, notamment à Nanoro. Mais il m'a dit, il allait faire l'accompagnement pour ça. Il m'a dit, trouve-toi une inscription et en fait, nous allons voir dans quelle mesure on peut t'accompagner pour que ce ne soit pas uniquement sur ton dos. Et en fait, je me suis donc lancé dans une inscription en France, à l'Université de Bordeaux. Et après, j'ai eu cette inscription-là. Après, on a eu des discussions avec le doyen de la fac, avec Abdul Salam et puis le recteur de l'université à l'époque. Et en fait, tout s'est mis en place progressivement. Et puis, en fait, j'ai commencé mes études en informatique de santé. Ok, très bien. Donc, donc on profite aussi de dire un grand merci à notre maître Abdul Salam. Il doit certainement être fier du produit, Mais en tout je cas du dirais fruit que, de... mais franchement, sans Abdul Salam, je pense que je n'aurais pas choisi en fait de me lancer à l'étranger. Je serais tranquillement resté chez moi, suivre quelques cours et puis continuer en fait mon cursus en interne. C'est vraiment lui qui m'a dit, va voir comment ça se passe ailleurs. Ça te permettra certainement de ne pas juste avoir de la théorie, mais avoir aussi de la pratique par rapport aux enjeux que les gens développent. Parce que souvent, la théorie, elle est inventée sur des choses pratiques. Et en fait, nous, on l'apprend sans avoir une vision complète de ce qui est pratique. Et en fait, on n'est pas moteur de changement théorique. On est juste consommateur de cette théorie-là. Et franchement, ça aussi, ça a changé ma manière de voir le monde. Ok, très bien. Donc, ce que je retiens, c'est que, voilà, en tant qu'étudiant en médecine, en tant que jeune médecin, il faut avoir aussi un bon réseautage. Il faut rester en contact avec ses maîtres. Et quand on est apprécié par ses maîtres, ça peut ouvrir certaines portes, comme ça a été le cas avec Nikema Jean-Noël. Alors, je veux savoir, Jean-Noël, quelles sont les difficultés auxquelles il faut s'attendre quand on décide, un, d'étudier en France, deux, de faire informatique médicale. Alors, pour ceux qui vont régulièrement en France, c'est pas un changement de culture, d'accord? Pour eux, ça peut être facile en fait d'aborder et les choses. Mais quand on quitte le mécanisme de réflexion qu'on a au Burkina ou bien en Afrique en général et qu'on se déporte en France, il y a déjà un pont culturel qui apparaît et ça se sent directement.
Il y a une chose que l'on n'apprend pas suffisamment chez nous, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quelque chose que l'on fait, on doit développer. Mais parfois, on a l'impression qu'en fait, on a un processus de restriction de l'autonomie parce que c'est comme si c'était mal vu d'être suffisamment autonome et d'aller chercher au-delà de ce que on t'apprend. Alors que véritablement, l'un des premiers chocs qu'on a, c'est que premièrement, vous devez apprendre à être autonome et vous devez premièrement savoir exactement ce que vous voulez rechercher. Ça, c'était d'abord le premier choc. Ensuite, on a tous fait, comment on appelle ça, l'informatique médicale qu'on nous a donné, comment on appelle ça, En sixième en année. sixième année, et même en deuxième année médecine, on a un peu appris un Oui, peu oui, c'est vrai. l'informatique médicale, mais c'était un peu, on s'imaginait une option approfondie de cette informatique médicale là pour moi. Mais et même avec les cours à Marseille à distance, il y avait encore un aspect très théorique là. Et en fait, j'avais pas conscience en fait de certains défis. Mais quand je suis arrivé à Bordeaux, l'une des difficultés c'était la programmation informatique. Alors là, parce que là c'est un autre mécanisme de réflexion qui apparaît totalement. Et donc et il faut être autonome, il faut essayer soi-même d'apporter ses propres capacités, ses propres qualités. Et ça, c'est quelque chose qui demande un travail individuel. Et moi, par exemple, j'ai passé beaucoup de nuits à coder, de jusqu'à 2 heures du matin, pour juste être capable d'avoir le minimum requis, se réveiller en s'imaginant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et c'est en souffrant au fur et à mesure qu'en fait les choses se sont mises en place progressivement. Mais oui, il y a un changement de culture, il y a un défi pratique au système d'informatique médicale parce que les informaticiens ne réfléchissent pas comme les médecins. Quand tu arrives avec une réflexion des médecins, en fait, ça fonctionne difficilement de réappliquer ça pour l'informatique. Alors qu'en fait, il faut pouvoir faire cette traduction de messages à la fois pour l'informatique et par rapport au côté médical. Mais bon, avec un peu de travail, ça se fait bien, mais ça demande beaucoup d'efforts. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Noël, c'est clair. Euh, Petite question pour te taquiner un peu. Rétrospectivement, est-ce que tu es content de ton choix? Je ne pense pas que j'aurais fait un autre choix. Parce que si je reprends le fil de ma vie, je n'aurais pas refait un autre choix. Ma vie est remplie d'erreurs, d'échecs et de plein de difficultés. Mais à chaque moment, chacune des difficultés, je me rends compte, ont permis de créer qui je suis aujourd'hui, ont permis de créer ma réflexion de ce que je suis aujourd'hui et ont permis de construire et de me lancer dans cette carrière en informatique de santé. C'est assez passionnant, hein. C'est un domaine qui est très évolutif, qui est très changeant, qui est très compétitif, mais ça reste quand on a envie d'être dans ce milieu-là, d'accéder à quelque chose de nouveau, toujours et encore. En fait, c'est quelque chose qui correspond, je dirais, à ma philosophie de vie. Donc, je pense que c'est vrai que jusqu'en sixième année de ma première, depuis que j'étais petit, je voulais devenir chirurgien cardiovasculaire. Ce n'est qu'en sixième année que j'ai décidé de ne pas faire la chirurgie cardiovasculaire, mais je ne regarde pas mes choix jusqu'à aujourd'hui. Très bien, ça c'est clair. Alors, une dernière question sur ton parcours. Pourquoi le Canada et pas le Burkina Faso? Alors, ça, c'est une grosse question. Alors, alors, je dis, le monde les trajectoires de vie, c'est une combinaison d'éléments pratiques, de travail très compliqué, de chance et d'opportunités. Donc, c'est une combinaison de ces plusieurs choses-là qui apparaissent. C'est vrai que quand je me suis lancé dans mon projet de recherche, j'étais très en contact avec la faculté de médecine de chez moi, notamment à Bobo, avec le professeur Maké Ouedraogo, avec, je pense que et Léon Sawadgo, également, et je vais le nommer, professeur Méda Nicolas. J'étais très en contact avec ces gens-là parce que, en fait, j'avais pour intention de ramener quelque chose chez moi. Mais on ne force pas le ramenage. On ne force pas pour ramener quelque chose. Il faut se sentir utile, il faut se laisser porter par le vent. Et avec le vent, être certain que ce que tu vas apporter est attendu et servira à quelque chose. Et le Canada, je n'ai jamais, au départ, je partais pour des études en France et quand j'ai fini mes études, je voulais me lancer dans un processus de post-doctorat qui allait me former beaucoup plus et qui allait augmenter mes qualités en anglais. C'est pour ça que j'ai fait en fait des séjours aux États-Unis, notamment au NIH. Mais avant d'y aller, coup d'opportunité, il y avait l'ancien ministre du Québec, Régent Hébert, qui était aussi le doyen de la fac, qui était devenu le doyen de la fac, pardon, de l'école de santé publique à l'Université de Montréal ici, qui était de passage à Bordeaux et qui a dit, il y a des gens qui travaillent en sciences de données, ça l'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir faire un postdoc chez lui là-bas à Marseille? C'était en 2017,
à Montréal. C'est en 2017. Je n'avais aucune intention de venir sur Montréal. Et de fil en aiguille, bah, j'ai pris contact avec lui. J'ai dit oui, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresserait de venir voir ce qu'il y aurait à Montréal. Donc après le NIH, j'aurais pu faire des temps plus longs au NIH, mais j'ai écourté le temps que je pouvais faire au NIH pour me rendre en fait à Montréal. Avec la COVID, j'ai fait revenir toute ma famille de la France vers Montréal. Et ensuite, de fil en aiguille avec les travaux et puis en fait les connexions, il y a un poste de prof qui s'est ouvert et en fait, j'ai juste appliqué et puis j'ai obtenu le poste. Ok, très bien, très bien. Alors, je souhaite qu'on regarde maintenant un peu plus en détail dans ta spécialité. Ok. Et première question, quels sont les principaux débouchés pour un médecin qui se spécialise en informatique médicale? Quels sont les besoins dans l'enseignement, euh, non seulement au Burkina, mais également mais partout ailleurs? Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, parce que au niveau de l'informatique de santé, il peut y avoir plusieurs types de profils. Et en tant que praticien, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est est-ce que il ne faut pas. Ce que les gens confondent parfois, c'est que en fait, le médecin n'a pas pour vocation d'être aussi bon qu'un informaticien dans le processus de codage, etc. Ce n'est vraiment pas Ok, le principe. C'est pas le type de qualité ou de technicité il faut demander en fait à un médecin. Mais par contre, avoir des médecins spécialistes en informatique médicale, ça permet d'avoir des éléments traducteurs entre ce qui se ferait dans le domaine informatique et ce qui se ferait dans le domaine médical. Et c'est ça qui manque beaucoup. C'est pourquoi, en fait, beaucoup de systèmes d'information ont du mal à s'implémenter, ont du mal à se lancer dans les pays, etc. Donc, il y a plusieurs facettes à regarder. Il y a des facettes très techniques, il y a des facettes organisationnelles autour du système d'information, il y a des facettes où on demande, par exemple, et il y a des débouchés en France où c'est une spécialité médicale, par exemple aux États-Unis. Et en France aussi, c'est une spécialité médicale, les médecins de santé publique, les médecins DIM, les médecins DIM, on les appelle les DIM, c'est les euh, médecins d'informatique médicale ou département d'information médicale, quelque chose comme ça, et qui vont se charger, par exemple, du codage de l'information médicale. Et parce que la tarification est faite en fonction du codage, ces gens-là sont très importants, on va dire, dans le système hospitalier. Pour pour s'assurer faire qu'en rentrer le fait, cash. oui, l'information est bien codée et qu'en fait, on peut réclamer les sommes qu'il nous faut à la fin, en fait, à Mhm. l'assureur public. Donc, il y a cette facette-là qui apparaît, qui augmente la qualité de données, qui peuvent être réutilisées pour de la recherche, mais également, il y a un Ok, besoin pratico-pratique pour développer des outils, pour être des conseillers par rapport aux outils qui se déploient, pour être aussi des médecins conseils dans la stratégie de comment est-ce qu'on influence les différents outils qui vont s'implémenter, notamment avec l'intelligence artificielle et les autres outils numériques qui apparaissent de plus en plus. ok, très bien, c'est bien compris. Et ouais, tu as abordé les opportunités qu'il y a en milieu hospitalier, les hospitaliers en milieu les opportunités en milieu de recherche. Que penses-tu des opportunités en milieu, en industrie? Alors, Tu, c'est très demandé. C'est très, très demandé parce que, en fait, c'est des profils difficiles à avoir. En fait, les industriels se battent la plupart du temps pour avoir des profils médicaux avec, en fait, une expertise en informatique de santé. Mais c'est des gens difficiles à construire. Là, c'est des profils difficiles à construire. Et parfois, en fait, le problème, c'est qu'ils n'obtiennent pas toujours aussi, avec les médecins qu'ils ont, là, un certain niveau de technicité minimale qu'il faut avoir. Donc, chacun oriente sa trajectoire en fonction de la réalité de son terrain. Il y en a qui se veulent plus techniques, il y en a qui se veulent moins techniques, etc. Mais les industriels aussi, je pense, en ont de plus en plus besoin de gens qui font cette traduction entre l'informatique et puis le côté médical, soit pour le développement d'outils, soit pour l'implémentation de ces outils-là. ok, c'est clair. Ok. Voilà une question à laquelle je sais que les spectateurs nous attendent. Est-ce que tu penses que l'informatique médicale comme spécialité médicale nourrit bien son nom? Et il faut répondre à la question en ayant en tête le contexte burkinabé, le contexte ouest-africain, mais également répondre aussi en tenant compte du contexte global. Ok, ben, pour dire la vérité, avoir des spécialistes en informatique, c'est des personnes hautement qualifiées. Les personnes hautement qualifiées dans tout ce qui est emploi dans l'industrie informatique, c'est des gens qui coûtent très très cher, d'accord? Et partout dans le monde, ils coûtent très très cher. Donc, en plus, vous avez des doubles profils, etc., ça peut
Ça coûte très cher de recruter ce genre de personnes. Ça fait la plupart du temps que le réseau de santé, par exemple, a des difficultés au Québec, a des difficultés à recruter des gens avec un certain niveau de technicité pour pouvoir les placer dans le réseau pour travailler aussi le système d'information. Parce que habituellement, avoir des compétences informatiques et des compétences en intelligence artificielle, etc., ça demande un niveau de technicité très, très élevé. Et pour cela, en fait, habituellement, c'est des gens qui coûtent très, très cher. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on a besoin forcément de vous. Je dis ça à chacun individuellement. Chacun ne doit pas oublier que l'opportunité ne fait pas toujours le larron. C'est à chacun de construire sa trajectoire par rapport à l'existant. On ne va pas, c'est pas quelque chose qui est posé sur un plateau d'or. Et en fait, il faut juste, oh, vous savez, moi j'ai tel diplôme, donnez-moi ça parce que je suis capable de le faire. Non, ce sera toujours de toute façon jugé en fonction des capacités réelles que vous êtes capable de produire par rapport aux besoins qui seront exprimés, soit par l'industrie, soit par le niveau soit par le niveau public, notamment le système de santé. Pour le Burkina, par exemple, et pour l'Afrique de l'Ouest en général et l'Afrique, c'est beaucoup plus complexe parce que, en fait, la plupart du temps, les systèmes d'information ne viennent pas d'idées ou en fait de production interne. Ça veut dire c'est souvent en fait des gens qui viennent avec des besoins, des projets, etc., qui s'en viennent avec leurs outils, qui essaient de les implémenter. Et à la fin, ils partent et puis en fait, on se débrouille avec. Et nous, on est toujours dans l'impression qu'il faut que l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose. L'essentiel, c'est d'avoir un nouvel outil. L'essentiel, c'est d'avoir une implémentation. L'essentiel, c'est que ça marche plus ou moins. Alors que c'est pas ça en fait. Et on garde quand même la réflexion en tant que médecin du primo non nocere. Le but, c'est de ne pas nuire. Donc, le but, c'est de pouvoir réfléchir comment ces systèmes-là s'intègrent au mieux et ne sont pas, en fait, des acteurs encore plus, comment dire, difficiles et des facteurs de dégradation de notre système de santé. Et c'est comme ça qu'il faut se projeter dans le système de santé en tant que spécialiste, si on veut se spécialiser en informatique médicale et avoir un impact sur tous ces outils qui pullulent en fait, et en Afrique de l'Ouest, là, comment est-ce qu'ils peuvent servir au mieux aux différents systèmes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, non pas en créant de nouveaux outils, mais en s'assurant que, de toute façon, ce qui est créé peut servir au mieux déjà, mais en plus, voir comment est-ce qu'on peut créer aussi des choses endogènes, là, parce qu'on est très consommateur, on est très productif, là. Peut-être qu'il est temps de concevoir, en fait, cette masse critique d'experts dans ce domaine-là, qui seront beaucoup plus producteurs que consommateurs des outils technologiques. Je ne sais pas si je Ok. répondu à ta question. Non, tu as répondu à ma question. Euh, dans ta réponse, je sais que en Afrique, les médecins qui se spécialisent en santé publique souhaitent également travailler dans les organismes internationaux, dans les ONG. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Est-ce que tu sais si les ONG sont demandeurs de médecins spécialisés en informatique médicale? Ça, je ne pourrais pas répondre directement. Je sais J'ai- que c'est une problématique d'actualité. Là, les gens se posent de plus en Mhm. plus de questions, de plus en plus de projets qui se mettent en place, que ce soit des projets d'intervention, etc., demandent de mettre en place un aspect numérique. Mais les gens ne trouvent pas les profils. Et parce qu'ils ne trouvent pas les profils, et dans les processus de soumission, on dit, de toute façon, il n'y a pas les profils, faisons sans. Donc, en fait, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Donc, les gens apprennent sur le tas, ils essayent de faire des choses, ça ne fonctionne pas très bien, alors qu'on peut se dire aussi, formons des gens pour qu'ils puissent intervenir au mieux, pour qu'ils puissent servir. Donc, les gens ne vont pas se dire, on a besoin, alors qu'ils vont se dire, déjà, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de gens, il n'y a pas la technicité, il n'y a pas les compétences. Donc, ils ne vont pas demander. Et alors que si on forme les compétences, mais ces compétences doivent être formées en discussion avec, et comment on appelle ça, ces ONG, ces industries, etc. Parce que, par exemple, aux États-Unis, les structures d'informatique de santé ne se créent pas toute seule. Tu ne peux pas venir et puis juste créer en fait ta maîtrise en informatique de santé parce que tu penses que c'est utile. Non, tu discutes avec les industriels, tu vois ce dont ils ont besoin et la plupart du temps, les industriels vont financer parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Ils financent Mhm. ces formations, ils financent en fait ces personnes hautement compétentes là parce qu'ils savent qu'ils vont influencer les outils qu'ils développent et ils vont les rendre beaucoup plus compétitifs parfois dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la plupart des outils technologiques qui se vendent dans le monde, ce sont des outils américains parce qu'ils ont un écosystème en interne. Donc, c'est ça que nous devons créer. Et s'il y a des gens qui s'intéressent à faire de l'informatique, au-delà des pionniers, parce que nous sommes partis sans avoir véritablement quelqu'un qui était devant nous pour nous dire exactement ce qu'il faut faire, il faut réfléchir tous ensemble à se dire, on veut créer une maîtrise, etc. On veut créer un doctorat en informatique de santé. Il y a des gens qui sont déjà à l'étranger en train de se former. Peut-être qu'on va faire une coalition, essayer de discuter avec les structures, les ONG, les industriels, etc., qui pourraient vouloir s'intéresser au Burkina
ou à l'Afrique de l'Ouest et construire les programmes de formation qui vont permettre non pas de former des gens qui auront juste des diplômes, mais des gens que les gens attendent. Parce que pour l'instant, les gens ne vous attendent pas parce qu'ils savent que vous n'existez pas. Donc, si vous vous formez, de toute façon, ils ne vous attendent déjà pas. Donc, il y a aussi ça qu'il faut voir dans ce problème de l'œuf et de la poule. Très bien. Ok, merci Jean-Noël. Maintenant, nous allons nous intéresser de plus près à ce que tu fais, à ton activité professionnelle. Quelles sont les principales activités de ta spécialité Alors, quelles sont les principales activités que tu exerces présentement et peut-être si tu peux partager un exemple de projet sur lequel tu travailles pour qu'on puisse mieux comprendre ce que tu fais. alors, en tant que le poste de professeur, c'est un poste assez standard en Afrique de l'Ouest et enfin en Amérique du Nord, hein. C'est des postes qui viennent avec tout l'apparat. Et en fait, ce qui est demandé en tant que prof, c'est quatre choses. Ça veut dire, c'est faire de la recherche, c'est un des volets du travail de prof, c'est faire de l'enseignement. Ça, c'est connu là. Après, c'est faire aussi du rayonnement. Ça veut dire faire en sorte rayonner pour l'université, là, on va dire ça comme ça. Ça veut dire montrer que l'université produit des choses d'intérêt, l'université s'intéresse à des choses d'intérêt, et à la fin, participer aux activités administratives de l'université. Ça, c'est les quatre postes d'intérêt autour du travail de prof en général. Donc, en fait, en tant que prof, ce sont mes quatre axes d'activité. Donc, je travaille en recherche, je fais de l'enseignement, j'essaye de rayonner et j'essaye de participer aux activités administratives, soit au niveau départemental, au niveau facultaire ou bien au niveau de toute l'université. Parce que l'université est quand même gérée par des profs à tous les niveaux. Donc, on demande aux profs d'interagir, soit au niveau administratif de l'université, mais également soit au niveau syndical ou autre chose. Voilà. Ça, ce sont les principales activités. Mais en tant que si je prends par exemple les activités de recherche, nous on s'intéresse par exemple à tout ce qui est automatisation de l'intégration des systèmes d'information. C'est quelque chose d'assez délicat là qui demande ce qu'on va appeler les ontologies des terminologies biomédicales. En fait, les ontologies des terminologies, ce sont comment dire, ce sont des outils que l'on crée, des outils informatiques et de connaissance, c'est des systèmes de représentation de la connaissance. En fait, moi, je représente la connaissance médicale sous forme informatique pour faire en sorte que en fait, la machine soit capable de la manipuler automatiquement. Et ça, c'est des choses d'assez d'intérêt là pour standardiser, rendre les données interopérables. Ça veut dire faire en sorte que quand une information est quelque part, elle puisse être transmise de l'autre côté, etc. Donc voilà, ça, c'est des outils que l'on développe. Et autour de ces outils-là, on essaie de voir comment ces outils-là vont soutenir en fait les algorithmes d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle qui sont utilisés sur les données. Parce que les données ne sont pas toujours standardisées, les gens disent les choses d'une certaine façon. Je dis, moi j'ai mal à la tête, l'autre va dire j'ai une migraine, etc. Quel est le niveau d'interprétation qu'il faut avoir autour de ça? Donc, il faut ajouter en fait des couches d'algorithmes pour pouvoir interpréter ces données-là, les intégrer, pour pouvoir faire des analyses à la fois épidémiologiques ou bien d'intelligence artificielle pour le soutien à l'aide à la décision, par exemple. Donc voilà, ça c'est des travaux sur lesquels en fait moi je travaille. Je développe par exemple une ontologie du médicament qui me permet de prendre tous les médicaments, faire en sorte que les listes de médicaments soient identiques partout au Canada, là, parce qu'en fait, une fois que c'est validé par Santé Canada, les gens les intègrent de leur façon dans comment on appelle ça, dans les dossiers médicaux électroniques. Parfois, ils les entrent en texte libre, etc. Donc, grâce aux ontologies autour du médicament, moi, je suis capable d'identifier les différents noms de médicaments, de les réunir autour d'un même code et puis de dire, écoutez, si vous voulez de l'atorvastatine, je peux vous donner toutes les variantes d'atorvastatine que vous pouvez retrouver dans vos bases de données, dans différentes bases de données, etc. Voilà. Ça, ce sont des outils comme ça que l'on crée pour améliorer, en fait, le flux d'informations et également l'utilisation de l'information sanitaire. Ok, très bien. Donc, dans la suite de ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des projets maintenant ou dans l'avenir, dans le futur, que tu comptes déployer au Burkina ou en Afrique de l'Ouest? Alors, à court terme, je te dirais que en fait, on s'intéresse beaucoup. Moi particulièrement, c'est une question de cœur là. Je m'intéresse beaucoup à la possibilité d'interagir avec le Burkina et de voir comment est-ce que tout ce que nous faisons ici peut servir plus ou moins à ce qui se fait ailleurs. Donc, je travaille notamment avec Nanoro. Nous sommes en discussion, nous essayons d'avoir en fait des subventions. Ça fait quelques fois, nous avons essayé de soumettre à certaines
nous essayons de travailler ensemble pour soumettre à des projets pour pouvoir avoir de l'influence en interne. Il y a des jeunes chercheurs qui sont par exemple au Burkina, qui ont fait leurs études ici au Canada, qui sont rentrés plus tard en fait au Burkina, que moi j'ai rencontré ici à Montréal. Je parle par exemple de Samira Touedraogo, qui est pharmacienne, qui est également en fait à l'Institut national de santé publique et à Ouaga. Donc, je travaille avec elle pour essayer de voir et combler en fait d'autres personnes, notamment ceux qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, qui sont aussi des Burkinabés. Je parle par exemple de Bissiandé, qui est à l'Université de Luxembourg, qui travaille sur l'intelligence artificielle et les données. Donc, nous essayons de combler en fait toutes les expertises qui sont à l'extérieur, qui sont parfois complémentaires et qui peuvent servir à des choses concrètes. Donc voilà, il y a des synergies qui sont en train de se mettre en place. C'est assez balbutiant pour l'instant, mais on est en train, parce qu'on a chacun nos propres programmes, là on va dire ça comme ça, c'est pas toujours évident de se lancer, mais une fois que ça va prendre, je pense que ça va prendre beaucoup plus vite et en fait on aura beaucoup plus d'impact beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, on est avec des jeunes chercheurs, on est avec des chercheurs beaucoup plus chevronnés qui sont dans les équipes de discussion, de mise en place de projets. Et je pense que ça va se mettre tranquillement, pas vite, mais ça va se mettre en place. Et nous espérons que quand ça va se mettre en place, nous accélérons en fait les processus au niveau du Burkina pour avoir un impact très clair là sur notre système de santé. Très bien. Je vous souhaite beaucoup de chance dans la réalisation de ces projets-là. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant discuter des perspectives, notamment pour ce qui est de la spécialité d'informatique médicale. Ok. Quelles sont les perspectives, selon toi, dans les 10-15 années à venir pour la médecine, pour la santé publique, option informatique médicale en Afrique, mais également de façon globale? Quelles sont les perspectives selon toi? Alors, c'est assez drôle que tu poses cette question parce que j'ai assisté à un congrès, je ne sais plus, en 2017 à Bordeaux, et il y a un qui avait pris la parole qui a dit « Le médecin de demain sera un data scientist ». C'est quelqu'un qui a dit ça comme ça, là, assez facilement, pour dire qu'en fait, les spécialités médicales vont commencer à s'affiner, à disparaître progressivement, et on sera tous des médecins généralistes, là, on va dire ça comme ça, des omnipraticiens, mais on n'aura qu'une seule caractéristique additionnelle, celle d'avoir, en fait, la capacité d'analyser nos données. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais qui présage du futur. Mais je veux faire attention. Le but n'est pas de forcer l'implémentation d'un système informatisé dans le domaine de la santé. Le but, c'est véritablement se dire que les outils numériques, l'intelligence artificielle, de toute façon, se retrouvent dans la société. Et donc, parce qu'elles se retrouvent dans la société et changent chaque portion de notre vie. Il y a de l'intelligence artificielle, par exemple, dans mon téléphone. Hein. Il y a de l'intelligence artificielle dans les outils et les algorithmes qui nous sont présentés tous les jours. On est envahi d'outils numériques. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut faire cette présentation que grâce à des outils numériques. Donc, on est envahi d'outils numériques. Donc, il y aura forcément des outils numériques dans le domaine de la santé. Donc, ça ne va pas changer. On fera tout ce qu'on veut là. Ce n'est pas la peine de se précipiter à l'intérieur. Elle va s'implémenter dans le système de santé. Qu'est-ce que donc il y a comme perspective? Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de perspectives autour de l'informatique médicale, de l'information sanitaire en général. Cette spécialité certainement va muter avec les transformations qui sont présentes, mais de toute façon, elle va imprégner chaque portion de notre activité médicale et de l'influence que nous aurons, que ce soit au niveau de la santé ou de la santé publique. Donc, il faut se préparer. Mais juste ne pas garder en tête un diplôme là, parce que le diplôme informatique médicale, bon, pour moi, c'est juste une position là dans l'évolution, dépendamment de ce que tu fais plus tard. Moi, je connais des gens qui ont fait des diplômes en informatique médicale, mais toute leur vie, ils n'ont fait que de l'épidémiologie plus tard. Là. Donc, c'est le diplôme ou, par exemple, le master ou le PhD doit témoigner d'un intérêt d'action, pas d'un intérêt de devenir. Donc, c'est surtout ça qu'il faut garder. Donc, quand on garde cet intérêt d'action, en fait, on sait que de toute façon, le numérique sera important. Nous pourrons l'inclure dans notre formation, quel que soit ce que nous faisons. Et s'il y a des gens qui s'intéressent au numérique, je pense qu'ils ne seront pas déçus là, parce que le futur est numérique. Très bien. Le futur est numérique. Le médecin de demain est un data scientist. Ben, je ne suis pas forcément d'accord là, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Très bien. Jean-Noël, quel conseil donneras-tu aux jeunes frères qui pensent embrasser la même carrière que toi? Alors, pour la même carrière,
que moi. Alors, comme je dis, la vie, c'est une suite d'opportunités, de chances et de travail acharné. Il y a pas de... Parfois, on travaille dur, ça fonctionne pas. Parfois, on travaille dur, ça fonctionne. Donc, c'est une combinaison de choses qui permettent aux gens d'arriver à où ils sont. Une des choses qui fonctionne aussi, c'est le réseau. Le réseau, c'est quelque chose de très important. Parfois, en Afrique, c'est un peu mal vu là au niveau du réseau. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais on pense qu'on peut être tous des self-made men. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je ne peux pas arriver, etc. On est suffisamment fort. Moi, je suis un super médecin, pas la peine de me parler, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Toute la vie, nous avons toujours besoin de quelqu'un qui va nous porter quelque part. Moi, si je suis arrivé là où je suis, c'est peut-être grâce au réseau de mes directeurs de thèse. Mes directeurs de thèse qui connaissaient en fait, comment on appelle ça, le ministre de la Santé du Québec qui était de passage sur Bordeaux, qui connaissait des gens au niveau du NIH. Moi, je suis arrivé au niveau du NIH, je travaille avec eux, ça fait mon réseau. Aujourd'hui, si peut-être je fais une recommandation pour quelqu'un au niveau du NIH, on va savoir, OK, Jean-Noël était de passage ici, on connaît Jean-Noël. Donc, en fait, si Jean-Noël recommande quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un d'intéressant qui va pouvoir travailler, etc. C'est ça, c'est ce réseau-là qu'il faut créer. Et c'est ça, c'est ce processus de discussion-là qu'il faut avoir, beaucoup plus que de se lancer. Certes, il faut vouloir faire autre chose, contacter les gens qui vont vous aider, mais avant tout, il ne faut pas oublier une seule chose, c'est du travail acharné, c'est du réseautage et c'est des opportunités. Donc, moi, je leur dirais de regarder ces trois choses-là, beaucoup plus que d'être focus sur il me faut un diplôme, il me faut, comment on appelle ça, il me faut réaliser ça, il me faut revenir au Burkina. Non, on peut tous interagir et impacter en fait notre pays de toutes les façons possibles. Et c'est une combinaison d'impacts qui finissent par la transformer, par lui donner une bonne image, au-delà en fait de revenir et puis de se plaindre des difficultés que nous rencontrons une fois que nous sommes rentrés. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est tout à fait clair, hein. Tout le monde peut contribuer au développement, au rayonnement du Burkina, de partout où il est, que ce soit des gens dans la diaspora comme toi, ou ceux qui restent au pays pour rendre le système de santé plus performant, implémenter, développer des, des programmes de santé. Exactement. Très bien. Euh, Jean-Noël, j'ai reçu ces questions-là de ceux qui se sont inscrits OK. pour ce podcast-là. Comment obtenir un poste d'enseignant au Canada? Alors, alors Tu as déjà parlé de réseautage, c'est la deuxième fois que le réseautage revient dans les discussions. Mais néanmoins, voilà, en plus du réseautage, comment est-ce que mon jeune frère qui est au Burkina Faso, qui souhaite enseigner au Canada comme toi, pourrait obtenir un poste? Qu'est-ce qu'il moi, je doit... dirais, il ne faut pas que ce soit une fin en soi. D'accord. Premièrement, il faut pas que ce soit une fin en soi. Ça ne doit pas être un objectif, en fait, de devenir enseignant au Canada, à Montréal, etc. C'était pas un objectif, parce que ce n'était pas mon objectif. Moi, je vous dis, là, ce n'était pas mon objectif de devenir prof ici, là. C'était pas ça. Donc, le premier point, c'est de fixer autrement ces objectifs que, en fait, des objectifs de positionnement, des objectifs d'emploi. Mais les objectifs d'emploi, c'est, comme je dis, c'est une question d'opportunité. Les emplois de prof, c'est des postes qui sont assez rares, qui s'ouvrent très, très rarement. Et il y a une conjecture qui fait parfois que des postes vont s'ouvrir. Et parce que certaines personnes vont à la retraite, parce que, etc. Donc, ça, c'est des processus qui font que des postes se libèrent. Et c'est uniquement quand un poste se libère, par exemple, quand quelqu'un part à la retraite ou renonce à son poste, etc., que l'on peut mettre ce poste-là, en fait, au concours pour que les gens puissent postuler et puis l'avoir. Donc, vous pouvez avoir des gaps de 15 années sans qu'il y ait de recrutement de profs en réalité. Parce que, en fait, c'est pas, les profs qui sont en activité ne partent pas, ils ne sont pas à la retraite, c'est les jeunes profs. Donc, ça, par exemple, moi, je suis arrivé juste après la COVID, là, et en fait, il y a des postes qui se sont ouverts. Il y a certains qui ont décidé de partir à la retraite, etc. Donc, il y a des postes qui se sont ouverts. Et en fait, le numérique était positionné. Donc, en fait, ils ont ouvert un poste en santé numérique et j'ai postulé. Mais bon, je vous dirais que dans ma trajectoire, peut-être que je ne m'attendais pas, en fait, à avoir ce poste de prof-là. J'ai appris que le poste ouvrait et, en fait, j'ai décidé de postuler. Et pour pouvoir avoir un poste au Canada, donc, c'est ça la structure. Attendre que ça s'ouvre, faire des entretiens, envoyer son CV comme tout le monde, passer de nombreux comités, faire des présentations, défendre son programme de recherche, son programme d'enseignement, défendre à la fois en fait ce que tu veux devenir plus tard. Et le comité choisit après, en fait, il y a un vote en interne pour savoir si, en fait, vous êtes choisi ou pas, en fonction de toutes les candidatures que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est un processus assez long, là, où en fait, on fait des sélections de dossiers. Après, à partir du dossier, on essaye
de faire différents entretiens avec des comités de sélection, avec des conseils de département, etc., jusqu'à obtenir en fait ce poste-là. Mais ce n'est pas des postes qui s'ouvrent tout le temps. Donc actuellement, ça s'ouvre parce qu'en fait, il y a beaucoup qui partent à la retraite. Mais une fois que ces postes-là seront comblés, bon, il ne faut pas compter qu'on en ouvre encore une dizaine comme actuellement et dans les 10 années à venir, là. Donc, ça dépend des universités. Chaque université a sa stratégie de recrutement, mais la plupart se passent de toute façon de cette façon. Ok, ouais, voilà qui est clair, mais qui n'est pas très réluisant. Euh, nous allons donner l'opportunité aux gens qui sont dans l'audience de poser leurs questions directement et on les prendra. OK. Nikema, en attendant, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant, quand tu venais de finir médecine? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris par l'expérience, dans la douleur, que tu aurais aimé savoir quand tu étais beaucoup plus jeune? Je pense que j'aurais aimé ne pas continuer à savoir ce que je n'ai pas su. Et je vais te dire pourquoi. Tu sais, quand on était à la fac de médecine, une des choses qu'on se disait, on était fiers d'être à l'INSA. On était fiers parce qu'en fait, on avait un doyen qui nous inspirait. On avait le professeur Guy Guemdé qui était en fait un phare. Et en fait, quand on parlait de lui, quand on parlait de sa rigueur, quand on parlait de sa vision, en fait, on avait envie d'être comme lui. C'était lui qui nous portait. On avait quelqu'un en fait qui était en mode qui dit si j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être ce médecin-là. Voilà, j'ai pas envie d'être un autre type de médecin, tu vois. Et ça, c'était quelque chose qui nous parlait. Et à cause des ambitions et de la vision de professeur Guy Guemdé, on se disait tout le temps, en rigolant, là, quand on se retrouvait, comment on appelle ça, autour d'un thé pour pouvoir apprendre nos cours, on se disait toujours, au-delà de l'INSA, au-delà d'être fier, il y a des gens qui disent on doit être fier d'être de l'INSA. Nous, on aimerait que l'INSA soit fier de nous avoir eu, en fait, comme étudiants. C'était notre objectif. Et on ne l'avait pas eu. On était très, en fait, on était très naïfs, là. C'était très naïf à l'époque. Mais c'était ça qu'on avait en vision. On a dit, on voulait que l'INSA soit fier de nous avoir eu. Et on s'est dit, on va se battre pour qu'à la fin, quand l'INSA aura son recul, elle va se dire, OK, j'ai eu de la chance d'avoir dans ma cohorte tel étudiant. Et c'est ça qui nous a porté, justement parce qu'on ne savait pas ce que ça signifiait être médecin. On était très fiers, on était très orgueilleux. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur tous les médecins, mais la plupart des médecins, enfin, je suis médecin, donc je peux le dire aussi là. Donc, tous les médecins, nous sommes très orgueilleux. Nous sommes fiers de notre métier, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et en fait, ce sentiment d'orgueil-là, en fait, parfois, qui est très utile, en fait, dans le processus de prise en charge du patient, de confiance, etc., est parfois limitatif dans notre processus d'humilité à accueillir parfois la connaissance. Et ça, c'est quelque chose parfois qui nous manque. Et je pense que mon circuit m'a appris une seule chose, l'humilité. Il faut apprendre à être humble par rapport à ce que tu sais et par rapport à ce que tu veux savoir. Et c'est pour ça que je te dis d'emblée que, en fait, c'est bien que je n'ai pas su là parce que j'étais très naïf et je fonçais tête baissée là, on fonçait droit devant, on n'avait qu'un seul but, on livre sky is the limit et donc on fonçait tête baissée, on essayait d'avancer. Et ça en fait, je crois que c'est ça la seule réponse qu'il faut avoir, foncer tête baissée, avoir des objectifs, avoir des propres vertiges par rapport aux objectifs qu'on veut soi-même atteindre et ne jamais renoncer, quel que soit ce qui va se passer. Parce que tu sais que ce que tu vises va au-delà de ce qui t'est proposé aujourd'hui. Et une fois qu'on sera aussi ambitieux que ça, alors oui, pas la peine d'essayer de savoir des choses pour s'améliorer. Juste être le plus ambitieux possible pour soi-même, tout en restant humble. Waouh, voilà qui est très bien dit. Très bien dit. Alors, Jean-Noël, j'ai reçu plusieurs questions probablement des étudiants qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent entamer un master, une thèse à Montréal. Toi qui es enseignant à Montréal, est-ce que tu as des opportunités de master, des opportunités de thèse pour nos auditeurs burkinabés, ivoiriens, voilà. Ok, alors c'est une très très bonne question parce que le circuit ne se passe pas de la même façon. Le niveau maîtrise est un niveau, comment on appelle ça, assez assez singulier. C'est un niveau où on essaie encore d'apprendre des connaissances. C'est ça le niveau maîtrise. On n'a pas de Mhm. master. Surtout au Québec, là, tout est francisé, donc c'est le niveau maîtrise. Donc on n'a pas de master. Mais c'est l'équivalent, on va dire ça comme ça. Le niveau maîtrise,
si vous pouvez vous lancer pour vous perfectionner sur quelque chose, vous pouvez juste vous inscrire, les sites sont ouverts, vous allez sur le site de l'université, vous soumettez en fait votre dossier avec un projet, vous contactez en fait, si vous voulez faire de l'informatique de santé avec moi, vous avez un projet en particulier que vous voulez explorer, ou bien vous voulez me dire, ah, je sais que tu travailles là-dessus, est-ce que en fait, moi je pourrais faire ça avec toi, etc. Moi je te dirais, bon, ce que tu demandes, en fait, tu sous-estimes le travail, mais en fait, on pourrait recentrer en fait le projet, etc. et discuter ensemble, et la personne pourra essayer donc de s'inscrire. Alors, ce n'est pas le prof qui choisit les inscriptions. Il y a un comité de sélection pour la maîtrise, par exemple. Et à partir du comité de sélection, vous validez, en fait. Parfois, il y a des gens qui s'inscrivent à la maîtrise sans avoir d'accompagnant. Vous vous inscrivez juste à la maîtrise, etc. Mais on va vous demander d'avoir un directeur de thèse, un directeur de mémoire qui va vous accompagner, surtout si vous voulez faire un mémoire recherche. Et en fait, vous contactez alors, en fait, vous allez sur la liste des profs du département, vous voyez celui qui correspond le plus à votre profil et en fait vous le contactez et puis en fait vous rentrez et vous discutez avec lui parce que quand vous venez, oh moi je veux faire une thèse, est-ce que vous avez des bourses pour moi, personne ne vous répond, on est très surchargé là, on n'a pas le temps de répondre à ça, mais si vous venez avec un objectif bien précis, écoutez moi je veux faire ça, voici mon CV, voici ce qui m'intéresse, etc. Voici un début de projet que j'ai écrit, que je vais explorer. Alors là, ça titille les gens. Et même quand, en fait, ils ne sont pas, et comment on appelle ça, ce n'est pas dans leur domaine et que c'est un sujet qui peut les intéresser, ils peuvent coopter quelqu'un qui est dans ce domaine-là et pour dire, est-ce que ça t'intéresse, parce que je sais que c'est ton domaine, de m'accompagner pour l'encadrement de cet étudiant-là. Donc, à ce moment-là, on peut faire travailler l'étudiant sur un projet particulier. Et puis ensuite, si l'étudiant veut faire un PhD, il peut le faire. Le PhD est complètement différent. Autant la maîtrise, c'est 2 années. Le PhD, ça dure 5 années. Et le PhD, c'est pas la même chose que ce qu'on va le trouver en Occident, en Europe en général. Là. Mais en Amérique du Nord, le PhD est un projet qui va au-delà de l'augmentation des compétences. D'accord? Et donc, il faut que l'étudiant vienne avec une idée, un projet. Ça veut dire qu'il a une ambition à atteindre. Et même si ce n'est pas parfait, il écrit un petit bout de projet parce que, par exemple, pour même s'inscrire à l'Université de Montréal, il faut avoir un projet. Ou bien il faut avoir déjà écrit un premier article. Voilà, ça c'est les choses. Parce que dans le PhD, ce qui est mis de l'avant, ce n'est pas tant l'acquisition de compétences, mais beaucoup l'acquisition de l'esprit critique et en fait de gens qui veulent aller au-delà pour creuser en fait la science. Pas des gens qui veulent acquérir des compétences. C'est un peu ça la différence. Donc, vous venez en fait avec ce projet, et en fait, vous vous inscrivez, le comité de sélection vous accepte, et après ça, vous rentrez en contact avec un professeur. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec un professeur avant. Vous pouvez me contacter, me dire, moi, je veux faire tel projet, etc. Moi, je fais une lettre de recommandation parce qu'en fait, je vous ai soumis à l'épreuve, là, parce que moi, je soumets les gens à l'épreuve pour savoir, en fait, quel est leur niveau de capacité, quelle est la charge de travail que ça va correspondre pour moi, parce que je ne vais pas prendre 90% de mon temps pour juste encadrer un étudiant parce qu'en fait, son avancée est difficile. Donc, on essaie de jauger tout ça et parfois on réoriente l'étudiant pas au PhD mais à la maîtrise. Et après, on fait les lettres de recommandation, on écrit en fait le projet de financement, etc. Et en fait, l'étudiant se lance. Donc, la plupart du temps, on donne des financements pour les 2 premières années, qui sont des années de cours. Mais l'étudiant doit aussi être capable de publier pour être capable d'aller rechercher des financements auprès d'organismes financeurs qui sont au Québec et au Canada. Il y en a plein. Donc, l'étudiant se forme, se publie, améliore son CV autour des 2 années-là et est capable d'aller chercher des financements plus tard pour en fait couvrir en fait ces 3 années de recherche à la fin et à la fin il pourra soutenir sa thèse. Donc voilà, ça c'est la plupart du temps les stratégies qui sont faites. Bien entendu, l'encadrant peut financer toutes les 5 années ou les 6 années là, mais bon, c'est pas toujours très très bien vu parce qu'à ce moment on sent qu'il n'y a pas d'autonomie de la part de l'étudiant. C'est pour ça que je dis la notion d'autonomie c'est quelque chose de complètement différent là parce que c'est la vertu qui est mise de l'avant. C'est vous qui devez venir, c'est vous qui devez pousser et en fait vous êtes encadré parce que c'est votre thèse, c'est votre PhD. Ok, très bien. Voilà qui est clair. Donc, un conseil qu'on peut donner aux petits frères, quand vous contactez un professeur dans n'importe quelle université, que ce soit au Canada ou ailleurs, il faut les contacter avec des projets clairs, voilà, qui montrent que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller. Et là, le professeur peut vous accompagner. C'est vrai que quand on était étudiant, souvent... Le but n'est pas que ce soit parfait, hein, mais vraiment, le but, c'est, grâce à on a une idée du mécanisme de réflexion de l'étudiant, des ambitions de l'étudiant. Ouais. Et ça donne beaucoup plus d'entrain dans le processus d'encadrement. Ouais, non, très bien, ça c'est clair. C'est vrai que quand on était étudiant, il nous arrivait de contacter des professeurs sans idée claire, sans
sans question de recherche, sans idée de recherche. Et là, c'est pas intéressant, effectivement, parce que c'est des gens qui sont très débordés. Donc, il faut les contacter quand on a un projet plus ou moins clair dans sa tête. Très bien. Une dernière question. Au-delà de ta spécialité médicale, j'ai reçu beaucoup de fois cette question. Euh, quelles sont les opportunités pour un médecin clinicien qui souhaite s'installer au Canada? Un médecin généraliste ou peut-être un médecin je sais pas, gastro qui souhaite s'installer au Canada. Est-ce que c'est d'abord possible et comment s'y prendre? Alors, c'est possible, mais c'est un processus long et fastidieux. Long et fastidieux pour tout le monde. C'est pas juste pour eux. Il faut pas, faut arriver et puis ce qu'il faut comprendre que c'est la profession médicale. On ne remet pas en cause les capacités de tout un chacun, mais le système se protège lui-même. Le système de santé n'est pas le même. Il y a un investissement public, etc. Donc la structure n'est pas du tout pareille. Donc il faut savoir qu'en fait, quand vous allez au Canada, c'est un processus assez complexe. Le premier processus, c'est la reconnaissance du diplôme. Là, il faut que vous fassiez reconnaître votre diplôme. Et le plus difficile, c'est l'autorisation d'exercice. Donc, si votre diplôme est reconnu, etc., vous devez passer par un processus d'autorisation d'exercice. Et même, en fait, il y a des pays, par exemple, si vous êtes diplômé, si votre diplôme de médecine vient de la France, c'est automatiquement reconnu. Mais vous devez quand même passer par le processus et comment on appelle ça, d'autorisation d'exercice. Et pour ça, en fait, il faut faire des stages, il y a un minimum de stages à faire, etc. Il y a un minimum de temps à faire. Et ça, il faut qu'il y ait des profs, il faut qu'il y ait des enseignants cliniques qui soient disponibles pour vous recevoir. Alors qu'eux, ils priorisent les étudiants qui sont en formation chez eux, dans leurs universités, parce qu'ils ont un nombre limité d'étudiants qu'ils peuvent prendre, etc. Donc, en fait, le temps pour avoir accès à ces stages-là peut être parfois très, très long. Donc, il faut prendre patience, là. Il faut récupérer sur soi et puis savoir que c'est un processus long et fastidieux, mais c'est un processus possible là. Donc, Ok, très bien. Donc on aura compris, c'est possible pour un médecin burkinabé ayant été formé à l'INSA, à l'UO, d'exercer au Canada seulement. Ça rentre dans le cadre d'un processus très réglementé et qui souvent prend du temps. Très bien. Jean-Noël Nikiema, je te remercie énormément pour ton temps. C'était très bien. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi de tout ce qu'on a vécu, parce qu'on a quand même vécu 8 belles années ensemble là, Bobo. C'était extraordinaire. Ça a façonné en fait tout ce que nous sommes, toutes nos réflexions, toutes nos discussions que nous avons eues tard dans la nuit, toutes les fois où on bossait, comment on appelle ça, sans d'arrache-pied, avec les piles de PDF. On voit encore nos papiers morts là, avec qui dépassaient ça. Donc on avait tout ça qu'on devait ingurgiter, et ça créait vraiment un sentiment de solidarité, de fraternité entre nous, et que je garde personnellement tout au fond de moi là, parce que ça définit une partie de qui je suis là. Et en fait, c'est une étape de ma vie que j'adore particulièrement. Ouais, ouais, c'est partagé. Effectivement, 8 années ensemble, au moment où nos esprits étaient encore en construction, ça marque pour la vie. Et merci beaucoup pour ce que tu as également apporté à moi, ma vie, et certainement à la vie des autres promotionnels. Alors, je te remercie beaucoup pour ton temps, je te remercie de t'être ouvert. J'espère que on aura inspiré des médecins qui vont emprunter la voie d'informatique médicale, ou en tout cas qui se sont fait une meilleure idée de ce que c'est que l'informatique médicale, de ce que c'est que la vie d'enseignant au Canada, et qui pourront désormais faire un choix beaucoup plus éclairé. Voilà, donc merci beaucoup Jean-Noël pour ton temps. Merci beaucoup. Merci à l'audience. Dans un mois, nous aurons notre prochain podcast avec un autre médecin que vous allez découvrir très bientôt. Allez, bonne soirée et bon samedi à tous. Ok.